Pour qu'une barque puisse tranquillement et sans encombre naviguer sur les flots, elle a besoin de deux forces. Une force qui émane de l'extérieur, force du fluide, et une force qui émane d'elle-même, son poids. L'être humain a besoin du poids de sa conscience et de tout ce qu'il confronte et qui vise à ébranler cette dernière pour qu'il puisse avoir une destinée prospère. Il a toujours fallu une symbiose entre les contraires pour qu'il y ait équilibre. Et il va toujours falloir remuer sa conscience, la secouer de temps en temps et la compromettre plus souvent. Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurés, opposants et témoins, bonjour. Notre sujet du jour s'intitule « Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère ». Mais regardez-vous, cher auditoire, vous semblez incroyablement beau comme ça, assis confortablement à votre place, vous semblez tellement à l'aise, magnifiquement nonchalant, que vous êtes beau, cher auditoire. Laissez-moi vous dire que la raison pour laquelle vous êtes aussi bien dans vos têtes aujourd'hui, c'est le fait de vous dire que votre destin est tracé de toutes pièces. Je n'invente rien, messieurs, dames, c'est juste un constat. Savez-vous déjà qu'est-ce qu'une conscience tranquille et qu'est-ce qu'une destinée prospère? La conscience tranquille, c'est le fait de ne pas être troublé par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais attention, messieurs, dames, ça ne veut pas dire que c'est un état utopique que personne n'atteindra. Quant à l'autre pôle de la citation, destin prospère ou prospérité, c'est tout simplement bien vivre, bien manger, bien dormir, être épanoui dans sa vie amoureuse, financièrement parlant. Voyez ce que je veux dire, messieurs, dames? Notez bien que je parle de la vraie définition, celle que les grands chefs d'État s'entretueraient à atteindre, et c'est aussi valable pour nous, modestes individus. La conscience tranquille reste la quête ultime de tout être humain, sans oublier bien sûr sa destinée prospère. Vous devez savoir, cher auditoire, que la prospérité est une fin que nous aimerons atteindre avec une jouissance sans fin. Mais parfois, le destin nous confronte à des dilemmes d'éthique et de moralité. Ce moment fatidique où les valeurs et les principes entrent en confusion et rendent nos décisions un peu plus difficiles. Mais c'est à ce moment-là, messieurs, dames, que se distingue le vrai leader, celui qui sait mettre de côté sa morale et ses traditions pour la bonne cause. Car après tout, qu'est-ce une bonne morale? Et qu'est-ce une bonne conscience sans de vrais accomplissements pour l'humanité? Sommes-nous assez hypocrites dans un monde d'harcèlement où tout le monde ne cherche que son intérêt personnel pour crier haut et fort pour la bonne conscience et à la fin verser des larmes et avoir des maux et des remords? Je le sais, messieurs, dames, la vérité peut être semblable au goût de l'amertume. Mais voyez-vous, la destinée prospère passe par-dessus tout. Bref, tout ça pour vous dire, chers opposants, que je ne vous contredis pas dans un sens, mais je ne suis pas d'accord avec vous dans l'autre. La destinée prospère conduit à la conscience tranquille et vice-versa. Et vu que je suis toujours dans l'extrême, un peu mégalomane sur les bords et philosophe à mes heures perdues, je dirais mieux vaut une conscience tranquille et une destinée prospère. On en déduit donc que la destinée prospère est le tout et que la conscience tranquille est une parcelle de ce tout-là. Merci. Mes plus sincères salutations à vous tous, à vous, honorables jurés, chère audience, opposants et témoins. J'envie celui qui est pur, à qui la conscience ne reproche rien, et les cœurs purs vont au bien comme les eaux des fleuves à la mer. Exister pour nous, c'est sentir. Notre sensibilité est incontestablement antérieure à notre intelligence. Et nous avons eu des sentiments avant d'avoir des idées. Ces sentiments nous sont pourvus par notre conscience d'une compatibilité parfaite à notre nature. Notre nature qui tend vers la réalisation d'une beauté supérieure innée en nous. Un rayon de plus que la gloire. Et ce rayon, c'est le bonheur que nous ne pouvons atteindre que par la voie du bien. Car comme dirait Sénèque, le bien est l'harmonie de l'âme. Tandis que dans une destinée prospère, le but n'est pas
arriver à un bonheur propre, mais à de simples plaisirs limités dans le temps. Voyez-vous, chère audience, que l'on sort donc de ce qui est inné et harmonieux pour devenir esclave de notre ego et dominé par notre convoitise. Conscience, instinct divin, immortel et céleste voix, guide assuré d'un être ignorant et borné, mais intelligent et libre. S'il parle à tous les cœurs, pourquoi donc y en a-t-il si peu qui l'entendent? Une citation de Rousseau qui explicite clairement la difficulté lorsqu'il formule cette question. S'il parle à tous les cœurs, je parle ici bien évidemment de la conscience, pourquoi y en a-t-il si peu qui l'entendent? Oui, je sais, c'est à ce moment même que vous vous sentez visés, chers opposants. Vous qui êtes avides de prospérité et qui, hélas, ignorez l'appel de votre conscience. Je suis sidérée de voir de si jeunes gens donner si peu de valeur à l'esprit, penser à l'argent et y consacrer toute leur existence. Je suis énervée de les voir chercher des alibis, de les voir risquer une vie sans aucun sens. Je souligne donc que par se faire entendre, cette conscience a besoin de quelques conditions. Elle aime la retraite et la paix que seul l'état de nature réalise. La vie en société, au contraire, est pleine de bruit, les sollicitations et les plaisirs qu'elle génère, ainsi que les multiples préoccupations mondaines, ce que Blaise Pascal appelle les divertissements, qui étouffent cette voix, nous ont détournés. Au milieu de cette agitation et de cette frénésie, nous ne pouvons plus être attentifs à la voix timide de la conscience. Pire encore, non seulement contente d'occulter la voix de la conscience, la civilisation se plaît de façon perverse à la travestir et à la caricaturer. Mais croyez-vous, honorable audience, qu'il y aurait sur la terre entière un seul homme assez dépravé pour n'avoir jamais tenté de libérer son cœur à la tentation, à la voie du bien? Cette tentation est si naturelle et si douce qu'il est impossible de lui résister toujours. Elle est debout sur vos paupières et s'engloutit dans votre ombre comme une étoile dans l'obscurité de la nuit. Merci. Alors, chers opposants, tout d'abord, bonjour à vous. Alors, vous dites que la destinée prospère est un sentiment limité. Certes, c'est vrai, mais qu'en est-il de la conscience tranquille? Enfin, comment un sentiment ne peut pas être limité vu que nous-mêmes, on n'est pas éternels? Alors, tout est limité, en fait. Ah oui, et la destinée prospère, c'est pas que être riche, avoir de belles voitures, de beaux téléphones et tout. C'est aussi réussir ses projets, être épanoui dans sa vie amoureuse. Ma camarade l'a d'ailleurs dit dans son introduction, mais bon, visiblement, vous avez pas compris. Bon. Messieurs, dames, c'est un secret pour personne. L'être humain est loin d'être une créature surnaturelle. Parce qu'en effet, on ne peut pas voler, ni transformer l'argent en or, et encore moins se guérir. L'être humain est un être faible lors de sa naissance. Et il ne devient fort que lorsqu'il se rend compte que le maître de sa destinée, c'est lui et lui seul. L'être humain est l'héritier de cette terre. L'humanité, la mortalité est l'essence même de l'humanité, messieurs, dames. Enfin bref, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, parlons de cette conscience tranquille que vous idolâtrez tant. Laissez-moi vous donner un exemple. La culpabilité, c'est comme de la glace. Et à chaque fois qu'on commet des actes pas très réglo et qu'on réitère ces mêmes actes, eh ben, la glace se fissure. Et de fissure en fissure, elle finit par se briser. Et donc, la culpabilité disparaît. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose avec la conscience tranquille. Lorsqu'on compromet notre conscience de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, eh ben, à un moment, on aura l'habitude de faire, on pourra quand même dormir sur nos deux oreilles, sans savoir si ce qu'on fait ou non est correct. Tout ça pour vous dire que la conscience tranquille est une arme à double tranchant. Vous qui l'idolâtrez comme si c'était une arme universelle envoyée des dieux jusqu'à nous, pauvres mortels, pour ajouter à notre vie une pointe d'évangélisme. C'est fou, hein? C'est fou à quel point on peut bafouer ses principes et se voiler la face pour une position utopique. Lorsque Victor Hugo a dit cette phrase, eh bien, c'était en 1800 quelque chose. Et nous sommes en 2019, on est d'accord. Je suis pas en train de remettre en question les dires d'un grand homme, mais quel grand homme! Je dis juste que ce qui est valable à une époque ne l'est peut-être pas à une autre. Parce que moi, mesdames et messieurs, personnellement, je pense que la destinée prospère, eh ben, elle conduit inéluctablement à la conscience tranquille. C'est logique.
Moi, je suis un être moderne, tout comme mes chers coéquipiers et une bonne partie de l'Assemblée d'aujourd'hui. Et croyez-moi, chère audience, moi, je vais pas vous mentir, contrairement à mes chers opposants. D'ailleurs, je suis quand même vachement culottée pour tenir tête comme ça à feu Victor Hugo. Qui suis-je d'ailleurs pour le faire? Mais j'ai envie de vous dire, Victor Hugo est qui il est. Et moi, qui suis-je? Personne. Et dans quelques années, on sait toujours pas. Mais en tout cas, ce que moi, j'ai de plus que Victor Hugo, c'est que moi, je suis en vie et pas lui. Et d'ailleurs, vous aussi, chers opposants, vous êtes en vie. Et si vous arrêtez de vous reposer sur vos lauriers, eh ben, vous devenez maître de vos destins et vous pourrez réaliser des choses incroyables. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Passons à la deuxième partie de la citation. J'aime mieux un bon sommeil qu'un bon lit. Comment pouvez-vous dire que dormir par terre garantit-il une bonne nuit de sommeil, vu que vous êtes jamais passé par là? Alors, vous êtes mal placé pour renoncer à la destinée prospère et parler de la conscience tranquille du haut de vos tours d'ivoire. Il n'y a qu'à voir autour de vous pour conclure que votre destinée n'est pas que prospère, mais tracée et montée de toutes pièces avant même votre existence. Il n'y a qu'à voir les comptes d'épargne pour études supérieures que vos parents ont soigneusement préparés pour vous. L'héritage que vous toucherez, les coups de piston du cercle de vos familles. Chers opposants, que vous le vouliez ou non, vous êtes voués à une vie d'échec. Alors, vous êtes mal placés pour parler d'un monde où chacun mène son combat par ses propres moyens. Merci. Alors tout d'abord, il y a ma chère opposante dans son introduction qui avait dit que tout le monde aujourd'hui est en train de courir derrière ses intérêts personnels. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais tu as aussi dit et ajouté que parce que tout le monde est en train de courir après ses intérêts personnels, pourquoi nous sommes en train de crier et de défendre la conscience tranquille? Alors je te réponds, ce n'est pas parce que tout le monde court après ses intérêts personnels que nous devons en faire pour autant nous aussi. Et donc après aussi, mademoiselle a aussi ajouté que la conscience tranquille, quand on a la conscience tranquille, on ne fait que se reposer et on ne fait du coup rien du tout. Alors c'est complètement faux. La différence entre la conscience tranquille et la destinée prospère, c'est que quand on a la conscience tranquille, on réalise des choses, mais on n'est pas esclave de ces choses-là et on est déjà épanoui et neutre, même avant d'avoir atteint ces choses-là. Donc on n'est pas prisonnier des choses que l'on va accomplir. Malheureusement, il est si facile aujourd'hui de se laisser emporter dans la course au succès. Certains passent leur vie à rechercher la réussite extérieure, tellement qu'ils finissent par perdre de vue l'essentiel. On ne fait plus la différence entre ce qui est essentiel et ce qui est subalterne. On confond le bonheur avec des résultats socialement appréciés. Les médias, les réseaux sociaux qui nous exhortent à comparer nos vies sans cesse, les parents qui veulent que nous soyons les meilleurs, bien sûr par rapport aux autres. Il y a aussi l'école qui est sans contredit, le terrain de bataille où la coopération est écrasée par la compétition. On vit dans un monde qui connaît la dilution des valeurs morales par la suprématie du matérialisme. On vit dans un monde égoïste. Et on nous a appris à l'être aussi. On nous a programmés à définir ce que l'on est par ce que nous possédons. On ne sait donc plus qui on est. Tout ce dont on est certain, c'est qu'on a des désirs personnels à accomplir, qu'ils aient la forme matérielle, c'est-à-dire argent, richesse ou autre, ou immatérielle, c'est-à-dire la soif de célébrité, la reconnaissance sociale, etc. Le dénominateur commun de tous ces objets, c'est qu'ils permettent tous de montrer ostensiblement à son voisin qu'on lui est supérieur. Nous sommes trop pris par les agitations du monde, nous perdons la connexion avec les autres et avec nous-mêmes. Rien ne nous attire plus. On est seulement, je dirais, obsédé par les résultats parce que l'on croit aveuglément qu'ils nous définissent et déterminent notre propre valeur. On finit par passer à côté de la vie. Je parle ici d'une vie qui a du sens. Je parle d'une vie d'une incroyable beauté. Un milliardaire malade, sans amour, sans argent, addict à ses richesses, prisonnier de son argent, anxieux de le perdre, n'a pas réussi, je suis désolée. La réussite, c'est quand on fait ce que l'on est. Je peux vous le décrire de 1000 façons. Mais celle que j'ai choisie aujourd'hui est simple. La réussite, c'est rechercher la simplicité en tout, c'est surmonter son égoïsme et se recentrer sur l'essentiel, qui n'est autre que nous-mêmes. La réussite est un état d'être, et les actions ont symbiose avec cet état d'être. Et oui, chers opposants, quand il s'agit d'un état d'être, cela ne s'achète pas, cela se vit.
Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est n'évaluez jamais votre valeur personnelle par ce que vous possédez ou comment vous faites bien les choses. Oui, on admet que la destinée prospère n'est pas seulement ce que l'on possède, mais aussi ce qu'on accomplit. Alors n'évaluez pas votre valeur parce que vous possédez, parce que vous avez accompli. Vous n'êtes pas ce que vous faites. Quoi qu'il en soit, je souhaite aujourd'hui à tous de faire le plus d'argent possible. Il n'y a rien de noble avec le manque ou la pauvreté. Seulement, ne tombez pas dans la marmite et commencez à s'identifier à ces richesses, oubliant tout ce que l'on a réellement de beau. Merci. Ma très chère camarade, vous l'avez avoué vous-même, quand on a une conscience tranquille, ça ne veut pas dire qu'on va rien faire de notre vie. Mais c'est là le problème, vous n'avez rien compris. C'est que quand la conscience tranquille, c'est une étape qu'on atteint après le destin prospère, après qu'on ait accompli nos objectifs. Tic, toc, tic, toc. On s'est tous déjà fait bercer par ce son de l'horloge. Ce son qui nous laisse songer au fin fond de nos pensées. Mais avez-vous eu déjà la réflexion d'interpréter sa signification cognitive qui va vous laisser avec des exaltations philosophiques sur vos pensées? Cela dit, laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 points fixes dans notre vie, la naissance et la mort. Et ce qui se passe entre ces 2 points, c'est ce que nous contrôlons. C'est la seule chose que nous avons tous sous contrôle. Mais personne n'a idée de la distance entre ces 2 passages incontournables. Je suppose qu'on a tous une personne de notre entourage qui fut noyée par la dépression après la routine continue et les mortels qui subissaient chaque jour. Mais qui, grâce à des personnes prospères et épanouies, elle a pu prendre sa vie en main et enfin vivre la quintessence de sa vie, en faisant tout ce qui lui passionne. Mais là, la question est, pourquoi attendre un tel moment fâcheux pour prendre les choses en main? Et si vous pouviez tout changer aujourd'hui, maintenant, en regardant ce débat? Ce que nous entendons toujours, c'est la croyance. C'est d'une opinion à une croyance, d'une croyance à une conviction. On choisit nos croyances. Nous sommes les seuls responsables de ce que nous sommes, de ce que nous serons, où nous serons. Dans une grande école, à les Beaux-Arts, en train d'aider notre père. Nous sommes les seuls dirigeants de notre vie, de ce que nous faisons, de ce que nous devons faire et qu'on ne fait pas. Nous devons travailler dur pour notre destin prospère. Parce que c'est avec lui qu'on va réaliser nos rêves, nos passions, nos objectifs. Et surtout, subvenir à nos besoins. Il est vrai que la conscience tranquille est indispensable à la vie, certes. Mais le destin prospère est indispensable à toute l'humanité et à sa survie. Permettez-moi de vous poser une question qui peut paraître un peu débile, mais qui est fondamentale. Que possédez-vous là maintenant? Il y en a ceux qui me diront « J'ai 2 sœurs ». D'autres, j'ai le dernier iPhone. Mais la vraie réponse est le temps, oui. Time, c'est tout ce que nous maîtrisons. C'est la seule chose que nous avons. Mais c'est juste un concept unique, parce qu'une bonne manie contient les ingrédients au succès, à la prospérité et à la conscience tranquille. Tout cela pour vous dire qu'on doit travailler dur pour notre destin prospère. Et travaillons tant qu'on le peut. Et comme on le dit, le travail de la jeunesse fait le repos de la vieillesse. Vous savez, tout ce débat me fait rappeler d'une citation très connue de Machiavel, qui stipule « Les hommes prudents savent toujours se faire un mérite des actes auxquels la nécessité les a contraints. » Ce adage va sûrement vous palpiter, vous laisser sur vos angoisses, et vous allez sans doute riposter. Mais avant que vous le fassiez, laissez-moi vous éclairer avant que vous ne penchiez cette rayonnante audience vers ce côté obscur. Vous devez savoir que la prudence est le succès de la pérennité de tout un chacun. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne joue sur plusieurs côtés, qui au final vont lui permettre joie, bonheur et prospérité. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas juste en train de blablater de la prudence comme nos parents le font à chaque fois qu'on veut sortir. Or, pour vous montrer à vous, nobles audiences et opposants, que ce n'est pas parce qu'on cherche à nous épanouir et à faire de nos nécessités nos passions qu'on ne peut pas avoir une conscience tranquille, ou du moins de choisir entre les deux. D'après tout ce que vous avez dit, la question qui se pose et que je tiens à ce que vous répondiez est comment est-ce qu'on peut avoir une conscience tranquille sans un destin prospère? Vous allez nous sortir les phrases cultes des dessins animés du style
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Dédicace à notre très cher Ntissa. Mais bon, reprenons. Vous allez nous sortir toutes ces phrases des dessins animés. Mais à ce point-là, je vous dirais tout simplement. Mais qu'est-ce qui vous garantirait une conscience tranquille tout en étant en manque d'ambition et de vivacité? Et laissez-moi vous dire, la nuit, tu dormiras. Le jour, tu te réveilleras. Et travail, tu t'épanouiras. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous demander si la conscience tranquille vient avant ou après le destin prospère, parce que la réponse est claire. Et je vous donne un petit conseil. Ne gaspillez pas votre temps. L'horloge tourne. Tic, toc, tic, toc. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Figurez-vous, chers opposants, qu'après tout ce qu'a avancé mes chers camarades, je vais tout simplement vous présenter un exemple très simple et bien clair pour vous tous. Et je ne vais pas donner l'exemple d'un simple politicien ou de quelqu'un par-ci et par-là. Mais je vais donner l'exemple de l'humanité tout entière, de chaque personne présente ici dans cette salle, de chaque personne qui a vécu sur cette terre et qui mettra son pied dans ce monde. Et oui, mesdames et messieurs, cette nature, pleine de civilisation, de mouvements, une longue histoire qui a commencé depuis des décennies quand l'homme était seul face à la nature. Essayant d'évoluer, il créa des liens avec cette dernière, qui l'aida avec cœur grand ouvert, à s'améliorer, à vivre dans ce monde difficile plein d'obstacles, à découvrir toutes ses splendeurs avec un seul objectif, de vivre paisiblement dans ce monde le plus longtemps. Et elle était toujours là, pour lui, pour alimenter ses désirs, jusqu'au jour où l'homme a décidé de la trahir. Cette nature qui a tant donné, qui a tant sacrifié pour lui faire plaisir. L'homme, en perdant sa conscience, cette connaissance, cette intuition et ce sentiment que l'être possède de lui-même, de ses états et de ses actes, cette capacité de formuler des jugements moraux sur le bien et le mal, l'homme commença à créer des révolutions industrielles partout dans le monde. Investir dans l'industrie, oh oui, quelle bonne idée! Et voilà comment les nouvelles créations se succèdent. Chemin de fer, électricité, les téléphones, les voitures, les usines. Et la mondialisation, oh oui, libérant la circulation des marchandises et des capitaux. Développement de technologies et de moyens de transport. Croissance économique. De nouveaux pays industrialisés. Et dois-je citer les guerres et toutes les affreuses atrocités qu'ils ont apportées? Et oui, l'homme a désormais oublié sa conscience et a dédié sa vie à une destinée illusoire qui pourrait se détruire par elle-même. Et ce bon lit s'est si vite transformé en une planche en bois. Car malheureusement, notre monde actuel connaît tant de souffrances, corruption, trafic illégal, violence, guerre en Irak, en Syrie, épuisement de ressources, disparition des espèces végétales et animales, réchauffement climatique. Et vous ai-je parlé de tous les problèmes psychologiques qui nous ont assaillis? Dépression, troubles d'anxiété, phobie sociale. Vous voyez, chers opposants, que vous êtes en train de défendre une destinée prospère qui a déjà commencé à vous détruire parce que vous l'avez considérée plus importante qu'une conscience tranquille. Et sachez une chose, chers opposants, que quand je serai à l'apogée d'une joie que nul ne pourra m'enlever, vous passerez vos soirées à pleurer votre destinée. Et quand je passerai mes nuits dans un sommeil profond, vous suffoquerez dans vos lits et vous passerez vos nuits les visages engouffrés dans des oreillers qui seront vos seuls alliés. Et quand je serai en train de vivre ma destinée avec une conscience tranquille, vous serez encore en train de chercher cette prospérité que vous avez énormément chérie. Alors que la conscience était toujours là pour vous, les bras grands ouverts, attendant de vous serrer. Et je vous vois déjà regretter toutes ces années perdues, qui vous ont condamné à porter des masques toute votre vie pour se cacher de tous les crimes que vous avez commis. Alors, j'aurais une seule question à vous poser. Est-ce que ça en valait le coup de tout sacrifier? Merci. Alors
déjà, cher camarade Jarid, sachez que l'intérêt personnel peut prendre diverses formes. L'intérêt personnel peut être bel et bien bénéfique pour autrui. Et ma coéquipière n'a dit à aucun moment que la conscience tranquille était être tranquille et n'avoir aucun tracas. Et par suite, on n'évalue pas notre personne grâce à l'argent, mais par ce qu'on a accompli, ce qui veut dire nos projets, la personne qu'on est devenue, notre travail et tout ça. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons été bercés par diverses histoires aussi farfelues les unes que les autres. Cendrillon qui se marie avec son prince charmant alors qu'elle ne le connaissait que depuis 3 jours. La Belle au bois dormant qui, en touchant une simple quenouille, sombra dans un sommeil profond. Toutes ces histoires n'ont rien de pragmatique. Et les exemples ne manquent pas pour vous montrer l'absurdité des contes de notre enfance. Mais bizarrement, ils cachent en eux des morales puissantes et sensées. Laissez-moi vous parler de ma légende favorite. Robin des Bois. Ce personnage fictif, certes, mais qui en même temps a tout de réel, volait aux riches pour donner aux pauvres. C'est vrai que voler c'est mal, que c'est considéré comme un crime, tout comme l'esclavage, la corruption ou encore le meurtre. Mais la finalité de Robin des Bois n'est-elle pas noble? Eh bien si, mesdames et messieurs, car la fin justifie les moyens. Les moyens pas très corrects peuvent passer crème si le but est honorable. Attention, pas de confusion. Je ne vous dis pas que tout est permis. Je vous dis juste qu'en tant que personne avec des principes, on peut s'autoriser quelques dérapages si et seulement si c'est pour la bonne cause. Vous ne me croyez pas? Parlons science. La science ne s'est pas gênée de bafouer les droits les plus fondamentaux des animaux afin de créer des remèdes, des antidotes ou encore des cures pour sauver l'humanité de centaines de milliers de maladies abominables qui auraient pu nous exterminer. Je vous parle de toutes ces expérimentations atroces sur ces pauvres bêtes inoffensives qui n'y sont pour rien. Tout ça pour éviter un potentiel désastre sur l'être humain, pour l'avancée de la science, pour la prospérité de l'humanité. Chers opposants, en vous regardant, vous m'avez l'air d'être des gens très passifs. Certains avec les bras croisés, d'autres avec les jambes croisées, en totale conscience tranquille et en totale force tranquille. Eh bien, sachez que ce n'est pas comme ça que vous ferez avancer le monde. N'avez-vous pas déjà mangé un hamburger, une brochette de poulet, un steak de viande de saignant peut-être? Eh bien, sachez qu'un animal a été saigné pour être présenté dans vos assiettes. Et après votre repas, certains d'entre vous iront même se reposer, faire une sieste, le ventre plein et la conscience tranquille. L'homme est de nature un prédateur prospère, toujours avec des objectifs à l'horizon. Sachez que ceux qui ont la conscience tranquille sont ceux qui participent le moins à la société. Ils deviennent même un fardeau, voire même un handicap pour les ambitieux fonceurs qui, grâce à eux, le monde évolue encore et encore de jour en jour. Se cacher derrière la conscience tranquille, c'est être feignant et non productif. C'est se voiler la face sous prétexte de ne pas vouloir heurter sa tranquillité morale et la brusquer. Chers opposants, je préfère encore vivre, croquer la vie à pleines dents, expérimenter de nouvelles choses, échouer, tomber, me relever, que de rester la conscience tranquille et les bras croisés. Merci. Chers opposants, lors de cette même enfance dont a parlé ma camarade Nour, nous sommes dans une période d'innocence, de construction de soi, et nous ne nous préoccupons pas vraiment des problèmes qui nous entourent. Et donc, je justifie donc que l'on peut déduire que la conscience tranquille n'est pas vraiment un état final après la destinée prospère. Et ensuite, à ma gauche se trouve comment est-ce que je pourrais vous appeler? De gentils cupides, que je vais essayer de balayer la poussière de vos yeux. Mais surtout, je vais essayer de vous aider, vous, honorable audience, pour vous aider à vous échapper à cette tentation de réalisme alléchant. Si vous soignez votre esprit, si vous le nourrissez et si vous le cultivez comme un jardin fertile et riche, il produira des fleurs bien au-delà de vos attentes. Mais si vous laissez les mauvaises herbes s'installer, la paix de l'esprit et la profonde harmonie intérieure vous échapperont toujours. Alors, vous devez monter la garde à la porte de votre jardin et ne laisser pénétrer que la lumière du royaume intérieur, celle de la conscience tranquille. Et vous ne pouvez pas vraiment vous permettre le luxe d'une destinée prospère qui n'est autre qu'un Eldorado mensonger. À travers l'histoire,
plein de figures ont fait office de ces devises dans leur vie. L'exemple qui me vient à l'esprit est celui d'un empereur immense, du plus grand des empires, l'Empire romain. Ceux-là, à l'époque, n'avaient pas que le luxe, mais un mot qu'il faudrait littéralement inventer, une surprospérité. Bref, ce grand homme s'appelle Marc Aurèle, dirigeant en plein milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Figurez-vous que cet empereur a vendu tout, mais tous les biens de son palais pour aider à compenser les dégâts de la guerre. Il dormait à même le seul pour qu'il puisse être proche de son peuple. Votre bon lit, il n'en voulait pas. Son bon sommeil, sa bonne conscience, acquise au long d'une générosité incomparable, était amplement suffisant. Il allait même au champ de bataille au moment des guerres, tandis que ses serveurs demeuraient en retrait. Jamais n'a-t-il abandonné le service continuel de son peuple. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons hommes et cette génération de princes de Machiavel, d'Hitler, de Mussolini, de Kim Jong-un qui ont accouché du monde que vous voyez aujourd'hui. Le monde qui persistera avec cette vision responsable de toutes les décadences qui, au final, ne vous apporteront ni conscience tranquille, ni destinée prospère. À vous de faire le bon choix, chère audience. Alors, chers camarades, je voulais juste savoir d'où on trahit la nature. Enfin, moi, je pense que, au contraire, en rendant service à la nature, en utilisant ce matériel, on en fait bon usage en débattant. Ensuite, entre avide et lorsqu'on veut aspirer à un avenir meilleur, c'est même pas qu'il y a une différence, c'est qu'il y a un fossé. Parce que faut pas croire qu'une personne qui veut avoir un bon navire est une sorte de machine à corruption, de blanchiment d'argent et tout ça. Enfin, pas du tout. Ensuite, ma très chère camarade, nous insulter de cupide, franchement, c'est très petit, en tout cas. Lorsqu'on m'a dit que notre sujet du jour était une citation de Victor Hugo, franchement, ça m'a pas étonnée. J'étais sûre qu'elle sortait de la bouche d'un penseur avec un petit peu de barbe, une pipe dans la bouche, une flasque de liqueur dans la poche, qui marche comme ça en prenant les gens de haut avec son vocabulaire complexe et ses morales soi-disant vitales. Alors attention, je suis pas en train de caricaturer Victor Hugo, c'est un écrivain que j'adore. Je dis juste que les idées changent d'une manière incroyable de génération en génération. Je veux dire, enfin, c'est pas parce que c'est Victor Hugo qu'on ne devrait pas le contredire qu'il ne devrait pas passer à la trappe. Sigmund Freud se fait contredire de nos jours, alors que c'est quand même le maître de la psychanalyse. Même chose pour Galilée qui se fait aussi contredire de nos jours. La conscience tranquille, c'est certes une notion très belle en philosophie, en littérature, mais elle reste illusoire. Et malheureusement, elle est insuffisante à l'épanouissement de tout un chacun. La conscience tranquille est le résultat de la destinée prospère. Parce que moi, mesdames et messieurs, moi, je vous parle de Steven Spielberg, qui grâce à sa filmographie a pu être épanoui. Je vous parle d'Oprah Winfrey, qui grâce à tous les invités qu'elle accueille est laissée joyeuse. Je vous parle d'Emma Watson, qui sont tous les films qu'elle a fait. Elle n'aurait peut-être jamais poursuivi son combat féministe. Je vous parle de centaines de milliers, de millions, de milliards de personnes qui font tous leurs projets. Eh ben, leur vie aurait pris un cours beaucoup plus barbant. Chers opposants, honnêtement, je vous en veux. Je vous en veux terriblement parce que vous défendez une position aussi ennuyante, aussi contrariante, qui préconise la vanité, la paresse. Alors que, regardez-vous, vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes éloquent, vous êtes charismatique, vous avez tout pour plaire. Alors pourquoi cette position ? Sérieusement, ça n'en vaut pas la peine. Mais puisque vous êtes partisan d'une citation du 19e siècle, permettez-moi de vous donner une citation du 19e siècle. Celui qui s'est distingué entre un homme probe et un homme misérable, c'est faire réussir ses affaires. Et c'est en cela où réside le grand fondement de la prospérité. Chers opposants, nous sommes le résultat de 3,8 milliards d'années de succès révolutionnaire. Agissez de la sorte. Tout doucement, on va prendre notre temps, vous allez passer du bon temps avec moi, je vous l'assure. Alors, premièrement, je n'ai pas attendu longtemps dans ce débat pour être angoissé, parce qu'il y a dans votre introduction quelque chose qui m'a gêné. Tu dis, Madame Amina, que
Vous semblez tous assis, confortables, vous semblez aisés, mais justement, vous basez tous vos arguments sur vous semblez. Vous ne savez pas ce que ces gens endurent, vous ne savez pas ce qu'ils vivent de leur côté, et donc vous basez tous vos arguments sur vos sens et sur votre vue. Et c'est ça votre réalisme. C'est un esclavagisme à la réalité. Vous ne savez pas ce qui se passe au fond des choses. Deuxième texte. Monsieur Achakan dit que la conscience tranquille sera naturellement une finalité qui viendra après la destinée prospère. C'est juste absurde. La conscience tranquille est un bien immatériel. C'est quelque chose de métaphysique qui ne peut arriver après des aboutissements matériels. C'est juste mathématiquement et logiquement impossible. Et puis regardez le débat, mesdames et messieurs. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère. Le contraire serait mieux vaut une destinée prospère qu'une conscience tranquille. Or, vous avez choisi de défendre les deux positions côte à côte et de choisir l'équilibre. Ce qui est un peu de la triche entre nous, mais c'est pas grave, on vous accorde cette position. Maintenant, cette position est aussi absurde que le fait de choisir que la destinée prospère. Pourquoi? Parce que du moment qu'on pose la destinée prospère comme un but à notre vie, la conscience tranquille a la chance d'être écartée et d'être désagrégée. Donc les deux peuvent rarement aller en même temps. Et puis vous dites que là on est tranquille, qu'on va rien faire, qu'on n'a pas d'ambition. C'est faux. La conscience tranquille réside dans le fait de trouver l'équilibre pour faire les choses avec justesse. On est ces fusées silencieuses qui fusent avec plus de vitesse. Vous êtes ces hélicoptères qui font trop d'agitation mais qui continuent de tourner en rond. Vous les voyez, les hélicoptères, ils ne vont nulle part, ils continuent de tourner en rond. Je suis la beauté du ciel et sa clarté inconditionnelle. Tu es le vide de la terre et les flammes de la vie. Je suis cet enfant frivole qui partout aurait bon sommeil. Tu es cette vieille qui ne dort que dans un bon lit et qui râle pour un plus grand lit, un plus grand canapé, une plus grande maison, tout en sachant au fond que rien ne sera satisfaisant, tandis que l'enfant, pieds nus, les yeux fermés, s'imaginait dans le plus grand des firmaments. Lui dira-t-on qu'il est trop naïf, trop innocent, mais il s'en félicite. En étant naïf, tout paraît blanc. Pourquoi passer sa vie à faire en sorte que le cadre soit infaillible alors que je peux, après un effort spirituel, le voir comme infaillible et remplacer chaque point noir par un grain de beauté? Être innocent, lui dira-t-on que ce n'est pas utile? Il répond bien sûr que ce n'est pas utile. C'est très utile, jusqu'à ne plus en voir l'utilité. Un cœur blanc, synonyme de paix et de béatitude. Et comme dirait Marc Aurèle, les hommes les plus intelligents placent leur bonheur dans leur propre conduite et pas dans leur propre penchant. Abandonner la quête de pureté est aussi absurde qu'un empire qui s'étendrait sur les 4 coins du monde, mais colonisé dans sa propre capitale, son propre centre de gravitation, d'ores et déjà pris en otage par cette guerre incessante entre bonheur et plaisir. Et malheureusement, le plaisir gagne presque tout le temps, puisqu'il a déjà séduit tous les soldats, qui ne sont guère machiavéliques. Leur seul souhait était de capturer le bonheur, vivant, de l'embrasser, mais trop bruyant et pressé, ils finirent par le tuer et se rassureront ensuite en disant que de toute façon, il n'existait pas. Ces mêmes gens qui, paradoxalement, guetteront par la fenêtre après la vie de rêve, cherchant désespérément un autre tard, car comme dirait le poète, peu importe le confort de la cécité, on se remémore toujours les nécessités. À moins, bien évidemment, que Petit Soldat n'ait tué sa conscience. Et dans ce cas, il est justifiable que les moins humains aient la conscience tranquille et arrivent à bien dormir, puisque leur conscience est cadavérique. Et les cadavres ne bougent plus. Ils sont calmes, apaisés, dans leur chrysalide, fertilisent les chrysanthèmes. Tuer ces cimetières humains, ces prisons dorées, ces faux Eldorado. Je suis la passion avec un grand P. Tuer les petites passions journalières qui se dépassionnent, incapables de se dépasser, incapables de se transcender. Je suis la liberté avec un grand L. Je suis la morale avec un grand M. Pas celle qui se souille dans les interdits et les dogmes, mais le fond de la morale, la voie universelle, l'harmonie de l'âme, la corrélation de nos actes avec le reflet du ciel, l'amour. Finalement, la morale n'est que le courage d'aimer jusqu'au bout. Le respect être au service des autres est un acte d'amour. Aimer, 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 sans relâche, tel un fou qui se déleste de ses intérêts pour celui de son propre royaume. Au fond, pur et chaste. Et si l'on ne peut être des hommes parfaits, si l'on ne peut être Jésus, on peut être les petits Jésus en route pour y arriver. Je suis la démence du sage et la sagesse du fou.
Tu es ces gens qui ne pensent qu'à renifler, qu'à sentir, qu'à toucher, qu'à goûter, qu'à voir. Qu'ils deviennent ce qu'ils voient et ils verront ce qu'ils deviennent. C'est soi-disant réaliste, mais en vrai, esclaves des règles du jeu, esclaves des causes extérieures et incapables de toute imagination. Je suis malade d'amour, mais je préfère dire futur soigné. Tu es d'apparence soigné, mais éternellement malade. Je suis Peter Pan, je n'ai guère abandonné mes rêves d'enfant. Tu les as tous envie dans un tiroir, tu ne t'autorises pas, tu t'empêches d'exister. Et combien finiront par se désister, délaissant leurs souvenirs sur des photos grises pâles. Le nom dans l'immobilier, mais aucun dans l'histoire. Le nom dans la tombe, mais aucun sur les cœurs. Voilà tout ce que tu es, les larmes d'une étoile, la vieille gâtée, chercheur de vérité, enjoliveur du noir. Tu es la fierté immense, l'ego démesuré, la cupidité rusée, et les chiffres qui montent, et les guerres qui montent, et les firmes immondes, et la famine qui en découle dans les pays du tiers-monde. Tu es les crises et les cris et les crimes et les esprits écrits qui crient sous les griffes de cette destinée prospère. Vous iriez en enfer, mais l'enfer sera toujours un paradis pour vous.